Boker Tov, Shavua Tov à toutes et à tous. Nous sommes le 28 janvier 2018, le 12 Shevat 5778. Daniel Aïko au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité que nous allons débuter par les grands titres de l'actualité de cette matinée. Puis vers 8h10, nous serons avec l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction qui sera ce matin Marilyn Smadja, cofondatrice de Women for Peace, qui tente un mouvement de femmes qui tentent de faire progresser la coexistence entre juifs et arabes, entre israéliens et palestiniens. Nous parlerons avec elle de la publication d'une enquête en fin de semaine dernière qui prouve que l'on n'est pas encore à la veille d'une paix et encore moins d'une réconciliation entre les deux parties du conflit israélo-palestinien. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec le docteur Yossi Sharbit pour parler d'un événement qui est passé relativement inaperçu, mais qui s'est déroulé il y a 55 ans, presque jour pour jour, et qui peut paraître stupéfiant dans la réalité israélienne. Il s'agit du procès des Juifs d'Algérie, effectivement. Un procès qui a été initié par celui qui n'était ni plus ni moins que l'ex-premier ministre de l'État d'Israël, Moshe Sharett, qui était à l'époque, donc en 1963, le président de l'agence juive et qui voulait savoir pourquoi sur les 120 000 juifs d'Algérie qui ont quitté ce pays durant l'exode, c'est-à-dire essentiellement en 1962, eh bien seuls 15 000, aux alentours de 15 000 sont montés en Israël. Pourquoi donc les autorités israéliennes n'avaient pas réussi à persuader plus de juifs d'Algérie de venir s'installer en Israël? C'est donc un procès qui s'est tenu le 23 janvier 1963. Nous y reviendrons donc avec l'historien, le docteur Yossi Sharbit de l'université de Bar-Ilan. Les grands titres de la matinée, tout d'abord, le numéro 2 de l'ambassade de Pologne en Israël, Piotr Koslowski, a été convoqué aujourd'hui au ministère israélien des Affaires étrangères pour une conversation de clarification après le vote par le Parlement polonais, par la Chambre basse, d'une loi visant à emprisonner toute personne qui affirmera que la Pologne endosse une responsabilité quelconque dans les crimes commis par les nazis durant la Shoah, ainsi que toute personne qui qualifiera les camps d'extermination de camps polonais. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié cette loi d'absurde et il a affirmé qu'il était impossible de réviser l'histoire et interdit de nier l'existence de la Shoah. Le président de la conférence des rabbins européens, le Rav Pinchas Goldschmidt, a condamné cette loi qui doit encore passer, il faut le préciser, devant le Sénat pour être validée pleinement. Et il a déclaré que le peuple polonais devait créer une commission, je cite, de justice et de vérité. Mishpat va émettre afin de déterminer une fois pour toutes le comportement de citoyens polonais durant la Shoah. Quant au directeur général du Centre des rabbins européens qui siège à Bruxelles, le Rav Menachem Margolin, il a appelé le président polonais Angel Doura à user de son droit de veto pour annuler cette loi qu'il a qualifiée de méprisable. Une loi qui a été soumise au vote du Parlement polonais précisément durant la journée de commémoration internationale de la Shoah le 27 janvier, qui a été journée qui a été décrétée, vous le savez, par l'ONU comme journée donc internationale du souvenir de la Shoah. Il faut également préciser que le leader du parti Yesh Atid, Yair Lapid, a écrit plusieurs posts au cours des derniers jours contre cette loi dans lesquels il a condamné très vivement cette loi. Il a subi, on peut le dire, il a reçu des réponses en particulier de l'ambassade de Pologne en Israël, des réponses qui n'ont fait qu'envenimer la tension, et c'est apparemment aussi pour cela que le numéro 2 de l'ambassade de Pologne en Israël devrait être donc convoqué dès aujourd'hui pour essayer de clarifier un peu le positionnement du gouvernement polonais dans cette affaire. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui est membre éminent du Likoud, a vivement critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans un forum privé dont des enregistrements ont été tout de même relevés. Yuli Edelstein a critiqué certaines des dernières interventions du Premier ministre à la tribune de la Knesset, en particulier des interventions durant lesquelles le Premier ministre fustigeait certains de ses critiques. Edelstein affirme que si l'on continue à se comporter ainsi, le Likoud se retrouvera dans l'opposition. Edelstein a lui-même vivement critiqué la composition
composition actuelle du groupe parlementaire Likoud et il a affirmé qu'il aurait avec plaisir envoyé la moitié de ce groupe parlementaire, je le cite, à la maison. Plus d'un millier d'habitants d'Ashdod se sont rassemblés hier devant le bâtiment de la mairie de la ville pour protester contre les mesures prises par la municipalité de fermer les commerces ouverts le Shabbat ou à défaut de sanctionner leurs propriétaires en leur faisant payer de très sérieuses amendes. Par contre, le mouvement de protestation contre le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit semble s'essouffler. En tout cas, il se divise. En effet, la brouille sérieuse dont nous avons parlé la semaine dernière entre Eldad Yaniv et Meni Naftali, les deux organisateurs principaux de ces manifestations, cette brouille a entraîné hier soir la tenue de deux manifestations de protestation séparées, l'une à Tel Aviv, l'autre à Petar Tikva. Dans la dernière, il n'y avait que 200 personnes et guère plus d'un millier à Tel Aviv. Selon une enquête réalisée au cours des dernières semaines auprès des populations israéliennes et palestiniennes, il n'y a plus de majorité au sein des deux populations en faveur du principe de deux États pour deux peuples. Et ce, apparemment, en tout cas selon les conclusions de cette enquête, à cause de la présence massive d'implantations en Judée et en Samarie, également à cause de la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Il s'agit probablement de ce développement pour la population palestinienne qui doit critiquer donc, on le sait, cette décision du président américain. Il s'agit d'une enquête conjointe organisée par le centre Tammy Steinmetz pour la recherche de la paix à l'université de Tel Aviv et par le centre palestinien de politique et de recherche de Ramallah. Les enquêteurs ont proposé aux sondés un plan de règlement du conflit israélo-palestinien en 9 points qui inclurait entre autres la création d'un État palestinien démilitarisé sur les frontières de juin 67, la réunification de 100 000 réfugiés palestiniens avec leurs familles à l'intérieur du territoire israélien dans le cadre de la loi, du droit au retour des réfugiés palestiniens, et également Jérusalem comme capitale de ce futur État palestinien. 54% des Juifs israéliens sont opposés à un tel plan, 57% des Palestiniens, soit une baisse de 6%, sont également opposés. Il faut noter qu'il y avait déjà un précédent rapport qui a été publié il y a 6 mois et qui révélait des données plus encourageantes que celles d'aujourd'hui. Seuls les Arabes israéliens soutiendraient un tel projet à 83%. 3/4 des Israéliens et des Palestiniens croient qu'un accord de paix dans les 5 prochaines années est impossible et c'est une donnée conforme à celle d'il y a 6 mois. Nous reviendrons sur ce sondage avec donc notre l'invité de la rédaction, Marilyn Smadja, cofondatrice de Women for Peace. La météo pour terminer, le temps sera plus serein en ce début de semaine après un Shabbat pluvieux avec d'importantes précipitations et même des chutes de neige sur les hauteurs du nord d'Israël. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité de la rédaction.